Lors de notre divorce, ma femme voulait tout, sauf notre fils handicapé. Victoire avait demandé le divorce et prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Je veux tout, Aurélien. La maison, l'argent, les investissements, tout, sauf ce garçon handicapé. Ce garçon. C'est ainsi qu'elle désignait Gabriel, notre fils de 9 ans. Nous étions au tribunal judiciaire de Paris. Elle, de l'autre côté de la table, était impeccable dans son tailleur blanc, avec son avocate Danielle à ses côtés. Moi j'étais avec Raymond, mon avocat, qui ne cessait de suer et de trembler, comme s'il se trouvait devant un peloton d'exécution. Raymond me murmura à l'oreille, désespéré. « Battez-vous pour la moitié, Aurélien. Vous avez le droit. Vous ne pouvez pas la laisser tout prendre. Regardez les documents devant moi. La maison évaluée à 450 000 €. Les comptes d'épargne, les investissements, la voiture. Tout ce que nous avions bâti en 23 ans de mariage était résumé dans ces papiers. Et c'est alors que je prononçais des mots que personne n'attendait. Elle peut tout garder. Un silence absolu s'installa. Raymond laissa tomber son stylo. Victoire cligna des yeux, confuse un instant, avant qu'un sourire venimeux n'apparaisse sur son visage. Danielle, son avocate, se pencha en arrière dans sa chaise, avec la satisfaction de celle qui vient de gagner à la loterie sans avoir acheté de ticket. « Êtes-vous sûr ?» Raymond saisit mon bras. Ses doigts tremblaient. « Aurélien, s'il vous plaît, réfléchissez. Nous parlons de tout. De tout. » J'y ai réfléchi. Je signai le premier document. Puis le second. Puis le troisième. Le stylo glissa sur le papier avec un son sec et définitif. Chaque signature était une renonciation. Chaque paraphe, une défaite. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Victoire ne pouvait dissimuler sa joie. Elle se mordit la lèvre inférieure pour ne pas sourire excessivement. Mais ses yeux brillaient. Daniel organisait les papiers avec une efficacité militaire, vérifiant chaque signature, chaque paraphe, s'assurant que tout était en ordre. « Très sage de votre part, monsieur Aurélien. » Daniel parla de cette voix professionnelle, froide, dénuée d'humanité. Cela rendra la procédure bien plus civilisée. Civilisée? Quel beau mot pour décrire un tel désordre. Raymond s'effondra sur sa chaise, vaincu. Je le regardais comme on regarde un homme qui vient de sauter d'un immeuble. Avec pitié, avec incompréhension. Dehors, la pluie frappait les fenêtres du tribunal judiciaire de Paris. Le son était constant, hypnotique. La pièce sentait le vieux bois et le café brûlé. La lumière fluorescente du plafond vacillait de temps en temps, comme si même l'électricité était lasse de témoigner de tant de misère. Victoire se pencha vers Daniel et lui murmura quelque chose. Elles sourirent toutes les deux. Deux prédatrices satisfaites après une chasse facile. Je signai le dernier document. C'était fait. Je laissai le stylo sur la table. Autre chose ? Daniel vérifia tout une fois de plus, avec cette méticulosité irritante des avocats à succès. Elle tourna chaque page, vérifia chaque signature, puis hocha la tête. Tout est en ordre. Victoire se leva. Elle lissa sa jupe. Elle me regarda de haut, et à cet instant, je vis dans ses yeux quelque chose de pire que la haine. Je vis de l'indifférence, comme si je n'existais plus, comme si les 23 années passées ensemble avaient été effacées d'un coup de gomme. Merci de ne pas avoir compliqué les choses. Sa voix sonnait presque douce, presque gentille. Tu as toujours été prévisible. Prévisible ? Raymond ramassa ses papiers d'une main tremblante, murmurant des choses que je ne pouvais entendre. Il était furieux, déçu, pensant probablement à la manière d'expliquer à ses collègues qu'il avait perdu une affaire sans même se battre. Daniel referma son porte-document d'un clic sec. Le juge examinera tout demain et rendra la sentence finale, mais avec l'accord des deux parties, ce n'est qu'une formalité. Victoire se dirigeait déjà vers la porte. Elle ne se retourna pas une seule fois. Je m'assis, immobile, les mains sur la table. Et puis, juste au moment où Daniel rangeait les derniers documents, elle s'arrêta. Son visage changea. D'abord la confusion, puis l'inquiétude, puis quelque chose comme de la panique. Elle sortit un des papiers, le lut, le relut. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez !» Sa voix ne sonnait plus aussi assurée.
Attendez un instant. Victoire s'arrêta à la porte. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Daniel ne répondit pas. Elle avait les yeux rivés sur les documents, tournant les pages avec une vitesse frénétique. Ses lèvres bougeaient en silence, comme si elle priait ou maudissait. « Daniel !» La voix de Victoire monta d'un ton. « Que se passe-t-il » L'avocate leva les yeux. Son visage, habituellement contrôlé et froid comme le marbre, était maintenant pâle, presque gris. « Oh, il y a quelque chose ici qui ne colle pas. » Raymond, mon avocat, cessa de ranger ses affaires. Raymond me regarda, le front plissé. « Qu'est-ce que ça veut dire que ça ne colle pas ?» Daniel ignora ma question. Elle sortit son ordinateur portable, l'ouvrit d'une main tremblante et commença à taper frénétiquement. Le cliquetis des touches remplit le silence tendu de la pièce. Clic, clic, clic. À chaque seconde qui passait, son expression s'assombrissait. Victoire revint vers la table. Il n'y avait plus d'élégance dans ses mouvements, mais quelque chose de plus primitif. La peur. « Daniel, réponds-moi tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ?» « La maison, » dit Daniel sans quitter l'écran des yeux. « L'acte de propriété de la maison n'est pas au nom d'Aurélien. »« Quoi ?» Victoire arracha un des documents de la table. « De quoi tu parles ? Bien sûr qu'elle est à son nom. Nous l'avons achetée ensemble il y a 15 ans. »« Plus maintenant !» Ces deux mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Victoire lut le document une fois, 2 fois. Ses yeux balayaient les lignes de gauche à droite, de plus en plus vite, comme si elle cherchait quelque chose qui n'y était pas. Ça doit être une erreur. Ce n'est pas une erreur. Daniel referma brusquement son ordinateur portable. Elle me regarda. Elle me regarda vraiment pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette pièce. Et dans ses yeux, je vis quelque chose qui me plut. Une peur authentique. « Monsieur Aurélien, quand avez-vous transféré la propriété de la maison ?» Je m'adossai à ma chaise, croisant les mains sur mes genoux, calme comme si nous parlions du temps qu'il faisait. « Il y a 5 ans. » Le silence qui suivit fut si dense que j'entendais les battements de mon propre cœur. 5 ans? La voix de Victoire était aiguë, presque hystérique. « Tu as transféré la maison il y a 5 ans? À qui ?» Je ne répondis pas immédiatement. Je laissai la question planer dans l'air. Je laissai la panique grandir dans ses yeux. « À Gabriel ?» Victoire laissa tomber le document. « Non, non, c'est impossible. Gabriel a 9 ans. Un mineur ne peut pas posséder de biens directement. » Daniel termina la phrase. Sa voix n'était plus qu'un murmure froissé. « Mais une fiducie irrévocable au nom d'un mineur avec un tuteur, c'est légal. » Raymond me regarda. Sa bouche était ouverte. « Aurélien, vous avez créé une fiducie. » J'acquiesçai lentement. « Et la maison est dans la fiducie, au nom de Gabriel. Irrévocable. » Victoire recula d'un pas, puis d'un autre, comme si mes mots étaient en déballe. « Mais tu viens de signer que je gardais la maison. » J'ai signé que je renonçais à mes droits sur les biens matrimoniaux. Ma voix était calme, presque ennuyée. Mais la maison n'est pas un bien matrimonial. Plus depuis 5 ans. C'est la propriété de Gabriel. D'épargne. Les certificats de dépôt. Les d'épargne. Les certificats de dépôt. Les investissements. Je prononçais les mots lentement, savourant chaque syllabe. Tout est dans la fiducie au nom de Gabriel. Transféré légalement il y a 5 ans. Révisé et approuvé par un notaire. Tout est parfaitement légal. Victoire me regarda avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Ce n'était pas de la rage. C'était quelque chose de bien pire. C'était la compréhension lente et douloureuse qu'elle avait été trompée, qu'elle avait célébrée trop tôt. « Tu es un sacré expert comptable judiciaire. » Je terminai la phrase pour elle. Oui, j'ai travaillé pendant 30 ans à auditer la fraude d'entreprise, à traquer l'argent caché, à démanteler des montages financiers conçus par des hommes bien plus intelligents que moi. Pensais-tu vraiment que je ne pouvais pas protéger mon fils ? Raymond laissa échapper un rire court et incrédule. « Mon Dieu, Aurélien, vous avez planifié tout ça il y a 5 ans ?» Je confirmai. Quand Victoire a commencé à travailler tard, quand elle a cessé de venir aux thérapies de Gabriel, quand elle a commencé à le regarder comme un meuble cassé qui ne valait pas la peine d'être réparé. Victoire avait les larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse.
C'étaient des larmes de rage impuissantes. Et qu'est-ce que je suis censé emporter alors? Qu'est-ce que j'ai signé? Daniel vérifiait les papiers avec désespoir, tournant les pages, lisant les clauses, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait sauver la situation. Et puis, elle s'arrêta. Son visage devint cendre. Victoire, quelle dette! Ce mot tomba comme une bombe. Quelle dette! Victoire arracha les papiers des mains de Daniel. Nous n'avons pas de dette. Aurélien a toujours géré les finances. Victoire s'arrêta. Elle lut, relut. Son visage passa du blanc au rouge. 120 000 € de prêts personnels, 90 000 € de ligne de crédit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des dettes qui ont été contractées au cours des 5 dernières années, expliquai-je patiemment, comme si j'enseignais à un enfant. Toutes en ton nom, toutes légales, toutes documentées. Je n'ai jamais rien signé. Bien sûr que si. Je sortis ma propre copie des documents et les fis glisser sur la table. Voici votre signature, et ici, et là. Vous souvenez-vous quand je vous demandais de signer des papiers de la banque? Quand vous disiez être trop occupé pour lire? Quand vous me faisiez confiance pour tout gérer? Victoire tremblait, ses mains froissaient les papiers jusqu'à les réduire en boules. Et il y a plus, continuai-je, ma voix toujours sereine. Les taxes foncières des 3 dernières années, impayées, les amendes accumulées, tout cela relève de votre responsabilité fiscale en tant que copropriétaire enregistré jusqu'à ce que la maison soit transférée au fiducie. Mais les dettes fiscales antérieures vous incombent toujours. C'est une fraude. Pouvons-nous poursuivre? Nous pouvons, mais ce n'est pas une fraude, dit Daniel d'une voix éteinte, vaincue. Tout est signé, tout est enregistré, tout est légal. Il a utilisé les lois de protection des biens familiaux. Il a protégé son fils handicapé par le biais d'une fiducie irrévocable. N'importe quel juge verra cela comme un père responsable assurant l'avenir d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Mais il m'a trompé. Vous avez signé les documents. Daniel ferma son porte-documents. Il n'y avait plus rien à faire. Chacun d'eux avec pleine capacité juridique. Le fait que vous ne les ayez pas lus n'est pas de sa faute. Victoire me regarda avec une haine si pure que je pouvais presque la toucher. « Fils de pute !»« Père responsable », corrigeai-je. « Il y a une différence ?» Victoire s'accrocha au bord de la table comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Ses jointures étaient blanches. Sa respiration était irrégulière, saccadée. Pour la première fois depuis des années, je la voyais sans masque, sans ce vernis parfait qu'elle portait toujours comme une armure. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. » Daniel organisa les documents en silence, avec des mouvements mécaniques, comme un médecin légiste cataloguant les preuves d'un crime. Seulement ici, il n'y avait pas de crime, seulement une femme qui avait complètement sous-estimé l'homme qui avait dormi à ses côtés pendant 23 ans. Raymond, mon avocat, retrouva enfin sa voix. « Aurélien, pourquoi ne m'avez-vous rien dit à ce sujet ?» Je le regardais. Son visage affichait un mélange d'étonnement et de quelque chose qui ressemblait au respect. Parce que j'avais besoin que votre réaction soit authentique? J'avais besoin que vous croyiez que je faisais une erreur? Que vous pensiez vraiment que j'abandonnais? Mon Dieu! Raymond passa une main dans ses cheveux. Vous avez agi comme un homme vaincu. Je pensais vraiment que vous aviez perdu la tête? C'était le but. Victoire leva les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. Tout cela était-il un numéro depuis le début? Je ne le niais pas d'un mouvement de tête. La douleur était réelle. Le mariage était réel. Les 23 ans passés ensemble étaient réels. La seule chose que j'ai jouée, c'était la surprise. Parce qu'il y a 5 ans, quand vous avez commencé à rentrer tard avec une odeur de Cologne qui n'était pas la mienne, quand vous avez cessé de demander comment Gabriel allait en thérapie, quand vous avez commencé à parler de lui comme d'un problème à résoudre et non d'un enfant à aimer, c'est là que j'ai su que cela se terminerait ici. Vous êtes un manipulateur? Je suis un père. Daniel interrompit, sa voix professionnelle m'étendue. Monsieur Aurélien, je dois confirmer quelque chose. L'argent liquide, les comptes courants, sont-ils également dans le fiducie? Chaque centime qui valait la peine d'être protégé. Et les cartes de crédit conjointes, annulées il y a 4 ans,
remplacés par des comptes individuels. Victoire laissa échapper un rire amer, presque hystérique. Il y a 4 ans, alors, quand vous m'avez donné cette nouvelle carte, quand vous avez dit que c'était une mise à jour de la banque, c'était un compte à votre seul nom, avec votre responsabilité de crédit, sans accès aux fonds protégés, j'ai dépensé... Sa voix se brisa. J'ai dépensé des milliers d'euros avec cette carte. En rénovation, en vêtements, en voyage. 47 000 euros, pour être exact. Je confirme, toute dette personnelle. Tout sous votre nom. Danielle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. « Victoire, nous devons parler en privé. »« Non. » Victoire frappa la table des 2 mains. Le son résonna dans la pièce comme un coup de feu. « Je ne veux pas de réponse. Maintenant, je veux savoir exactement ce que vous m'avez fait. » Je me levai lentement. Je sortis un dossier de ma mallette, le même dossier qui avait été là tout ce temps, attendant ce moment. Je le posai sur la table. Ceci est un résumé complet de la situation financière actuelle, commençai-je, d'une voix neutre, comme si je faisais une présentation d'entreprise. La maison, d'une valeur estimée à 450 000 euros, a été transférée au fiducie irrévocable Gabriel il y a 5 ans, 2 mois et 14 jours. Vous avez signé l'autorisation notariée le 12 mars, avec d'autres documents que, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas eu le temps de lire parce que vous aviez une réunion avec un client. Victoire pâlit. Les comptes d'investissement. 320 000 euros en fonds indiciels, obligations et actions, transférés progressivement au même fiducie sur une période de 4 ans. Chaque transfert a été approuvé par vous via une signature numérique que vous avez autorisée lorsque je vous ai donné accès à la banque en ligne. Je pensais que je signais pour accéder à mon propre compte. Vous signez des autorisations de transfert, chacune légale, chacune valide. Danielle prenait des notes frénétiquement. Elle savait que cela finirait en litige, mais elle savait aussi, elle le voyait dans ses yeux, qu'il n'y avait rien à faire. Continuons. Les voitures. J'ai vendu mon camion il y a 2 ans. L'argent est allé au fiducie. Votre VM Dovivo est à votre nom, avec un prêt en cours de 28 000 euros. Ce prêt est le vôtre. Vous avez dit que nous le paierions ensemble. Vous l'avez assumé. Je n'ai fait qu'administrer les finances. Victoire tremblait, non pas de froid, mais d'une colère contenue. Les bijoux, les meubles, tout ce que vous considérez comme vôtre l'est techniquement. Vous pouvez le prendre, mais la valeur de revente ne couvrira même pas 10% des dettes que vous venez d'hériter. Hériter ? Sa voix était un cri. Vous m'avez trompé pour que je signe. Je vous ai demandé de lire les documents à plusieurs reprises. Vous avez choisi de ne pas le faire. Raymond intervint, son ton presque amusé. Monsieur Aurélien, je dois vous demander. Pourquoi lui laisser tout le crédit ? Pourquoi ne pas simplement divorcer et tout protéger dès le début ? Parce que j'avais besoin qu'elle croie qu'elle avait gagné, expliquai-je. Si j'avais lutté, si j'avais défendu les biens, elle aurait engagé des auditeurs, elle aurait enquêté, elle aurait découvert le fiducie. Mais en abandonnant, en lui donnant tout sans combattre, j'ai activé son pire ennemi, son arrogance. Victoire me regarda avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la haine pure. C'était quelque chose de plus complexe. C'était le regard de quelqu'un qui comprend enfin qu'il a été vaincu dans un jeu dont il ignorait même l'existence. « Je t'aimais », dit-elle dans un murmure. « Je t'aimais vraiment, Aurélien. »« Je t'aimais aussi, Victoire, » répondis-je avec honnêteté. « Mais tu as cessé d'aimer Gabriel, et ce fut ton erreur. Parce qu'un homme peut survivre sans l'amour de sa femme, mais un père ne cessera jamais de protéger son fils. » Danielle s'éclaircit la gorge. « J'ai besoin de savoir, pour le procès-verbal, quelle est la valeur totale des actifs du fiducie. »« Environ 790 000 euros, plus la maison. »« Victoire, je sais. » Danielle dut la retenir par le bras. « Les dettes au nom de ma cliente s'élèvent à 243 000 euros, plus les intérêts accumulés. » Le silence qui suivit fut absolu. Dehors, la pluie avait cessé. Un rayon de soleil traversa les nuages et pénétra par la fenêtre, illuminant les particules de poussière flottant dans l'air. Tout semblait étrangement paisible. Victoire se libéra de l'emprise de Danielle et s'approcha de moi. Un instant, je crus qu'elle allait me frapper.
Ses mains étaient fermées en poing, sa mâchoire était tendue. Mais alors, quelque chose se brisa en elle. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Gabriel ?»« Gabriel va bien, répondis-je. Gabriel a toujours été bien, parce que pendant que vous planifiez comment diviser notre vie, j'ai planifié comment protéger la sienne. Je suis sa mère. Biologiquement, oui. Légalement aussi. Mais cela fait 3 ans que vous ne l'avez pas serré dans vos bras. Cela fait 2 ans que vous n'êtes pas allé à l'une de ses thérapies. Cela fait 1 an que vous ne lui avez pas demandé comment s'était passée sa journée. » Je fis une pause. Être mère n'est pas un titre, c'est une action. Et vous avez renoncé à cette action bien avant de demander ce divorce. Les larmes finirent par couler sur ses joues. Mais elle ne dit rien d'autre. Il n'y avait plus rien à dire. Daniel rangea tous les documents dans son porte-documents. Je vais avoir besoin de temps pour examiner tout cela avec ma cliente. Nous allons demander un audit complet. Nous allons... Vous pouvez auditer ce que vous voulez, l'interrompis-je. J'ai engagé 3 cabinets différents pour examiner chaque document. Tout est en ordre. Tout est légal. Tout est irréversible. Raymond sourit. Un petit sourire, mais sincère. Bien joué, Aurélien. Bien joué, maître. Victoire me regarda une dernière fois. Je te hais, dit-elle. Je sais, répondis-je, mais Gabriel continuera de t'aimer, car les enfants aiment inconditionnellement, même quand ils ne le devraient pas. Elle se retourna et quitta la salle. Daniel la suivit, portant le porte-document comme s'il pesait des tonnes. La porte se referma derrière elle avec un léger clic. Le son était si définitif, si irrévocable, que pendant un instant, je me demandais si tout cela avait été réel, si j'avais vraiment démantelé 23 ans de mariage en moins d'1 heure. Raymond expira lentement, comme s'il avait retenu son souffle tout ce temps. Il s'affala sur sa chaise et me regarda avec un mélange d'admiration et de quelque chose s'apparentant à de la crainte. « Aurélien, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. J'exerce le droit de la famille depuis 30 ans. J'ai tout vu. Fraude, tromperie, manipulation. Mais ça, il secoua la tête, ça, c'était une chirurgie de précision. 5 ans à planifier chaque mouvement, chaque signature, chaque document. Je me rassis. Soudain, je me sentis fatigué. Ce n'était pas une fatigue physique, mais un épuisement plus profond, de ceux qui s'installent après avoir porté un fardeau si longtemps que vos muscles en ont oublié la sensation de légèreté. « Quand avez-vous su ?» demanda Raymond. « Quand avez-vous su que cela en arriverait là ?» Je regardais par la fenêtre. Le soleil commençait à percer à travers les nuages gris. La ville semblait purifiée après la pluie. C'était un mardi, commençai-je. Gabriel avait 4 ans. Il venait d'être diagnostiqué avec une paralysie cérébrale. Le médecin nous a expliqué qu'il aurait besoin de thérapie à vie, qu'il ne marcherait jamais sans aide, que son développement cognitif serait plus lent. Raymond écoutait en silence. Victoire n'avait rien dit au cabinet médical, rien dans la voiture en rentrant à la maison, rien pendant le dîner ce soir-là. Quand elle pensa que je dormais, je l'entendis pleurer dans la salle de bain. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de frustration, de colère, comme si Gabriel avait choisi de naître ainsi uniquement pour gâcher sa vie. Les gens gèrent le deuil de différentes manières. Ce n'était pas du deuil, Raymond, c'était du ressentiment. Je fermai les yeux, me remémorant. Le lendemain matin, elle m'a dit qu'elle devait se concentrer sur sa carrière, que je devrais m'occuper des thérapies de Gabriel parce qu'elle avait une présentation importante, puis une autre, et encore une autre. Et soudain, 5 ans plus tard, Gabriel me connaissait, mais il reconnaissait à peine sa propre mère. Et c'est là que vous avez commencé à planifier ? Non, c'est là que j'ai commencé à observer. Je me penchais en avant. Voyez-vous, dans mon travail d'expert comptable judiciaire, j'ai appris quelque chose de crucial. Les gens laissent toujours des traces, toujours. Une dépense étrange par-ci, un changement de routine par-là. Et Victoire a commencé à laisser beaucoup de traces. Un autre homme, plusieurs, je le soupçonne, mais cela ne m'a pas suffisamment importé pour le confirmer. Ce qui m'importait, c'était de réaliser qu'elle n'était plus dans ce mariage. Elle attendait juste le bon moment pour partir. Et quand elle partirait, elle essaierait de tout prendre, sauf Gabriel.
Raymond prit une bouteille d'eau de sa mallette et but une longue gorgée. Alors, vous avez commencé à déplacer les actifs. Lentement, méthodiquement. Un expert comptable judiciaire sait exactement comment cacher de l'argent, mais je ne voulais pas le cacher. Je voulais le protéger légalement. J'ai donc fait des recherches, lu des centaines de cas de droit de la famille, consulté des avocats spécialisés dans les fiducies. J'ai appris tout ce que je pouvais sur la protection des actifs pour les mineurs handicapés. Le fiducie irrévocable? Exactement. C'est un outil juridique conçu spécifiquement pour protéger les enfants ayant des besoins spéciaux. Une fois que les actifs y sont placés, ils ne peuvent être touchés par les créanciers, les divorces ou quoi que ce soit d'autre. Seul Gabriel peut en bénéficier sous la supervision d'un administrateur désigné. Vous, moi, jusqu'à ses 25 ans, ou jusqu'à mon décès, selon ce qui arrive en premier. Ensuite, le contrôle passe à un administrateur professionnel que j'ai déjà désigné et qui est spécifié dans les documents du fiducie. Raymond siffla doucement. « Et les dettes? Comment avez-vous réussi à lui faire signer tout cela sans qu'elle s'en rende compte ?» Je m'accordai un petit sourire. Victoire s'est toujours vantée d'être brillante en architecture, mais elle admettait ouvertement ne rien comprendre aux finances. Elle disait que j'étais là pour ça, qu'elle gagnait l'argent et que je l'administrais. Alors, j'ai administré. Je lui présentais des documents mélangés. Une autorisation de transfert entre 10 pages de renouvellement d'assurance. Un prêt personnel déguisé parmi des documents de refinancement hypothécaire. Et elle signait simplement, à chaque fois, sans lire. Parfois, elle ne regardait même pas, elle demandait juste où signer. Et je lui montrais, une signature ici, une autre là. Et ainsi, pendant 5 ans, elle a construit son propre piège. Mais les dettes? Demanda Raymond. Pourquoi fallait-il qu'elle ait des dettes? Je levai un doigt. Pour 2 raisons. Premièrement, pour que l'argent qu'elle prenait des comptes joints ait une destination traçable. Si l'argent disparaissait simplement, elle aurait pu crier à la fraude. Mais si cet argent était utilisé pour payer des choses qu'elle avait autorisées, des rénovations dans la maison qui seraient ensuite transférées au fiducie, des investissements qui protégeraient plus tard Gabriel, tout était justifié. Je levai un second doigt. Et deuxièmement, pour m'assurer que, lorsque ce moment arriverait, elle ne partirait pas seulement les mains vides, mais avec une réalité financière qui la forcerait à bien réfléchir avant de se battre pour la garde de Gabriel. Raymond fronça les sourcils. La garde? Je pensais qu'elle ne voulait pas de Gabriel. Elle ne le veut pas. Mais quand elle réalisera que le fiducie existe, qu'il y a presque 1 million d'euros là-dedans, elle voudra y avoir accès. Et la seule façon d'avoir accès aux ressources d'un mineur est d'en avoir la garde, ou du moins la garde partagée. Mais avec 243 000 euros de dette, elle ne peut pas prouver sa solvabilité économique. Elle ne peut pas prétendre être en meilleure position que moi pour s'occuper de Gabriel. En fait, n'importe quel juge verra ses finances et conclura qu'elle doit se concentrer sur la résolution de sa propre situation avant même d'envisager des responsabilités supplémentaires. Raymond laissa échapper un rire incroyable. « Vous avez bloqué toutes les issues, tous les mouvements possibles. J'avais passé 5 ans à jouer aux échecs pendant qu'elle jouait aux dames. » Nous gardâmes le silence un instant. Dehors, j'entendais des voix, des gens quittant d'autres salles d'audience, des vies se séparant, des familles se dissolvant. Je me demandais combien de ces personnes se battaient vraiment pour ce qui comptait. « Et maintenant ?» demanda finalement Raymond. « Maintenant, j'attends, » répondis-je. Danielle va tout auditer, elle va engager des experts, elle va chercher la moindre irrégularité et elle ne trouvera rien parce qu'il n'y a rien à trouver. Quant à Victoire, elle va traverser les 5 étapes du deuil. Le déni, la colère, la négociation, la dépression, l'acceptation. En ce moment, elle est entre le déni et la colère. Dans quelques jours, peut-être quelques semaines, elle tentera de négocier. Elle m'appellera, elle me dira que nous pouvons arranger cela, que c'était peut-être trop dur, que Gabriel a besoin d'elle. « Et que ferez-vous » demanda-t-il. « Rien, dis-je. Absolument rien. Parce qu'il n'y a rien à négocier. Les documents sont signés, le comité fiduciaire est établi, le divorce sera prononcé, et j'irai vivre en paix avec Gabriel. » Raymond commença à ranger ses affaires. « Vous savez, quand vous m'avez engagé il y a 3 mois,
Je pensais que ce serait un cas de plus. Un divorce difficile, certes, mais gérable. Je n'aurais jamais imaginé que vous aviez déjà gagné avant même d'entrer dans cette salle. Je n'ai rien gagné, Raymond. J'ai seulement protégé ce qui devait toujours l'être. Il se leva et me tendit la main. Je la serrai. Ce fut un honneur, Aurélien, un véritable honneur. Quand Raymond partit, je restai seul dans la salle d'audience. La lumière du soleil entrait désormais pleinement, baignant tout d'une lueur dorée. Je m'approchai de la fenêtre et regardai en bas, vers le parking. Je vis Victoire monter dans sa voiture. Daniel lui parlait, gesticulant, lui expliquant probablement l'ampleur du désastre. Victoire avait les mains sur le visage, ses épaules tremblaient. Une partie de moi, une partie infime, presque éteinte, ressentit de la pitié pour elle. Mais alors, je pensais à Gabrielle. Je pensais à toutes les nuits où je l'avais bercée simplement parce qu'elle était trop occupée, à toutes les séances de thérapie où j'étais le seul parent présent, à toutes les étapes importantes que j'avais célébrées en silence parce qu'elle n'était pas là pour les voir. Je pensais à la façon dont Gabrielle me regardait avec ses yeux immenses, pleins d'une confiance absolue, comme si j'étais son héros, et je sus que j'avais fait ce qu'il fallait. Je pris ma mallette et quittai la salle. Mes pas résonnaient dans le couloir vide du tribunal judiciaire de Paris. Chaque pas m'éloignait d'un chapitre de ma vie et me rapprochait d'un autre. Dehors, l'air sentait la pluie fraîche. Le ciel était encore nuageux, mais les nuages étaient blancs, inoffensifs. Je sortis mon téléphone et composai un numéro. « Allô ?» répondit la douce voix de Martine, l'auxiliaire de vie de Gabrielle. « Bonjour Martine, j'ai terminé ici. Comment va Gabriel ? » « Il va bien, monsieur Aurélien. Il dessine. Aujourd'hui, il a dessiné un super-héros. » Je souris. « Ah oui ? Et comment s'appelle-t-il » Il y eut une pause. Puis la voix de Gabriel, lointaine mais claire. « Il s'appelle Papa. » Je fermai les yeux. Je respirai profondément. « Dis-lui que je rentre à la maison. » Je rentrai à la maison en silence. La circulation était fluide pour midi. Les rues étaient encore humides de la pluie, reflétant le ciel qui s'éclaircissait lentement. Je passais devant les lieux familiers. Le café où Victoire et moi prenions le petit déjeuner le dimanche. Le parc où Gabriel avait fait ses premiers pas avec l'aide de son déambulateur. La librairie où nous achetions des histoires que je lui lisais chaque soir. Chaque endroit était un rappel, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais gagné. Quand j'arrivai à la maison, enfin, ce n'était plus techniquement ma maison, mais celle de Gabriel, je vis Martine à la fenêtre. Elle avait 52 ans, des cheveux gris attachés en queue de cheval et la patience d'une sainte. Je l'avais engagée 3 ans auparavant, quand il était devenu évident que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour m'occuper de Gabriel pendant que je travaillais. Maintenant, je ne travaillais plus. J'avais quitté mon emploi 6 mois plus tôt, officiellement pour une retraite anticipée, mais en réalité, pour me préparer à ce moment, pour être entièrement disponible pour Gabriel une fois que tout cela serait terminé. Martine ouvrit la porte avant que je n'aie pu sortir mes clés. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. Ses yeux trahissaient une inquiétude sincère. « Exactement comme je l'avais prévu, » dis-je. Elle savait, pas tous les détails, mais elle en savait assez. « Gabriel vous a demandé 3 fois. Je lui ai dit que vous régliez des choses importantes. » Comment s'est passée la thérapie ? Bien, il a marché 5 mètres de plus que la semaine dernière. Le kinésithérapeute dit qu'il progresse. J'entrai dans la maison. L'odeur familière m'enveloppa. Du café fraîchement préparé, des crayons de couleur, cette odeur particulière que l'on trouve dans les maisons où vivent des enfants. Ce n'était pas l'odeur de la maison que Victoire avait conçue. Cette maison-là sentait le paraître et l'ambiance. Cette maison sentait la vie. « Papa ?» La voix de Gabriel vint du salon. Je laissai ma mallette à l'entrée et marchai vers lui. Il était assis dans sa chaise spéciale, celle qui lui offrait le soutien dont il avait besoin. Devant lui, une table basse était couverte de dessins, des dizaines, tous aux couleurs vives et aux formes que seul un enfant de 9 ans pourrait imaginer. « Salut, champion !» Son visage s'illumina. Gabriel avait les cheveux bruns de Victoire et mes yeux verts. Son sourire, lui, était entièrement le sien. Tordu, immense, capable de faire fondre n'importe quelle armure. « Regarde ce que j'ai dessiné. »
Il leva une feuille de papier des deux mains. Le mouvement lui était difficile. Ses muscles ne lui obéissaient pas toujours, mais il essayait. Il essayait toujours. Je m'approchai et pris le dessin. C'était une figure avec une cape rouge, grande et forte, avec un P sur la poitrine. « C'est incroyable! Qui est-ce? C'est toi, papa? Tu es un super-héros !» Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. « Moi? Pourquoi suis-je un super-héros ?» Gabriel me regarda avec ses yeux immenses, remplis d'une sagesse qu'il ne devrait pas avoir à son âge. « Parce que tu prends toujours soin de moi. Les super-héros prennent soin des gens. » Je m'agenouillai à côté de sa chaise. « Toi aussi, tu es un super-héros, Gabriel. Tu es le plus courageux que je connaisse. Chaque jour, tu fais des choses difficiles. Tu marches, même si ça fait mal. Tu étudies, même si ça te coûte plus qu'aux autres enfants. Tu souris, même si tu as parfois peur. C'est ça, être courageux. C'est ça, être un super-héros. » Il me serra dans ses bras. Ses bras fins entourèrent mon cou avec toute la force qu'il pouvait rassembler, et je le serrai en retour, ressentant cet amour pur et inconditionnel que seul un fils peut donner. « Tu as vu maman aujourd'hui » demanda-t-il contre mon épaule. La question me prit au dépourvu. « Oui, je l'ai vue. »« Elle rentre à la maison ?» Je m'écartai un peu pour le regarder dans les yeux. « Non, champion. Maman va vivre ailleurs maintenant. » « Pourquoi ? » Comment expliquer le divorce à un enfant de 9 ans atteint de paralysie cérébrale? Comment lui dire que sa mère avait choisi de ne plus faire partie de sa vie sans détruire l'image qu'il avait encore d'elle? Parfois, les adultes ont besoin de vivre dans des endroits différents. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Ça veut juste dire que les choses vont changer un peu. Tu vas partir aussi? Jamais, dis-je fermement. Je ne te quitterai jamais, Gabriel. Je te le promets. Tu me le promets? Je te le promets. Il sembla satisfait de ma réponse. Il retourna à ses dessins, ayant déjà oublié la conversation. C'est ainsi que fonctionnait son esprit. Des pensées qui venaient et repartaient comme des nuages. Parfois, c'était frustrant. Parfois, c'était une bénédiction. Martine apparut avec 2 tasses de café. Elle m'en tendit une. « Vous avez besoin que je reste plus longtemps aujourd'hui? »« Non, ça va. Vous pouvez partir à votre heure habituelle. »« D'accord. On dirait que ça a été une journée difficile. »« Ça l'a été, mais c'est fini. » Martine s'assit sur le canapé, buvant son café. Elle est au courant pour la renonciation maintenant, n'est-ce pas? Oui, et exactement ce à quoi je m'attendais. De la rage, du déni. Martine acquiesça. Elle avait été témoin de la façon dont Victoire traitait Gabriel au cours des 3 dernières années. Les visites de plus en plus courtes, les excuses de plus en plus élaborées, le désintérêt à peine dissimulé. « Pensez-vous qu'elle essaiera de se battre pour la garde ?» demanda-t-elle. Elle y songera, mais quand son avocat lui expliquera la réalité financière, quand elle comprendra qu'elle ne peut pas soutenir une bataille juridique économiquement alors qu'elle doit 250 000 d'euros, elle y réfléchira à 2 fois. Et si elle le fait quand même, alors je me battrai avec toutes les ressources légales dont je dispose, avec chaque document que je préparerai, avec chaque témoignage que je pourrai obtenir. Je regardai Gabriel, concentré sur son coloriage. Mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. Victoire est beaucoup de choses, mais elle n'est pas stupide. Elle sait quand elle a perdu. Martine termina son café. « Ce garçon a de la chance de vous avoir. »« C'est moi qui ai de la chance de l'avoir. » Quand Martine partit, je préparai le dîner. Des pâtes à la sauce tomate, le plat préféré de Gabriel. Nous mangeâmes ensemble à la table de la cuisine. Il me raconta sa journée. Le dessin en thérapie, l'histoire que Martine lui avait lue, l'oiseau à la fenêtre. J'écoutais chaque mot comme si c'était la chose la plus importante au monde. Après le dîner, vint la routine du soir. Le bain, le pyjama, le brossage de dents. Chaque tâche, un petit défi. Chaque tâche accomplie, une petite victoire. Je le mis au lit, les draps aux dinosaures, l'oreiller spécial, la veilleuse qui projetait des étoiles. « Tu me lis une histoire, papa ?»« Laquelle ?»« Celle du dragon qui avait peur. » Je connaissais chaque mot par cœur, mais je le lus comme si c'était la première fois, avec des voix pour chaque personnage. Quand je terminais, ses yeux étaient à moitié clos. « Papa ? Oui, champion. Tu as peur parfois ?» 2 ou 3 larmes roulèrent bas sur mes joues.
Pourquoi tu pleures? Parce que je suis heureux d'avoir que tu sois mon fils, que nous soyons une équipe. Il sourit. Nous sommes la meilleure équipe. Je l'embrassai sur le front, éteignis la lumière, laissai la porte entr'ouverte. Dans le salon, je m'effondrai sur le canapé. Le silence de la maison m'enveloppa. Pas un silence vide, mais plein, rempli d'avenir. Je sortis mon téléphone. 12 appels manqués de Victoire. Des messages. Je les ignorais et ouvris l'application Fiducie. 790 000 €, intouchables, qui grandiraient avec le temps pour payer les thérapies, l'éducation, les besoins médicaux de Gabriel. Victoire aurait pu en faire partie, mais elle avait choisi le prestige plutôt que l'amour, son confort plutôt que les besoins de son fils. Elle vivrait avec ce choix. Moi avec le mien. 3 jours plus tard, la sonnette sonna à 7 heures du matin. Je préparais le petit déjeuner de Gabriel quand je regardais par le Judas. Victoire. Seule. Sans Daniel ni avocat. Jean, sweatshirt gris, sans maquillage. Cheveux en queue de cheval désordonnés. Elle semblait plus petite. J'ouvris la porte sans l'inviter à entrer. « Nous devons parler. Tout a été résolu à l'audience. S'il te plaît, Aurélien. » Sa voix se brisa légèrement. « Juste 5 minutes. » Je jetai un œil en arrière. Gabriel était dans sa chambre. Martine arriverait dans une demi-heure. 5 minutes. Je sortis sur la terrasse et refermai la porte. L'air du matin était frais, les oiseaux chantaient dans les arbres entourant la maison, celle qui appartenait désormais légalement à notre fils. Victoire se serra dans ses bras. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Ce n'est pas mon problème. Je sais. Elle respira profondément. Daniel m'a tout montré. Chaque document, chaque transfert. Elle m'a expliqué exactement ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, c'est protéger mon fils, me laissant sans rien et endetté, te laissant avec les conséquences de tes propres décisions. Chaque document t'a été présenté. Tu as choisi de ne pas faire attention, de faire confiance aveuglément, de privilégier ta carrière plutôt que de savoir ce que représentait ta signature. Elle se mordit la lèvre, les larmes aux yeux. Tu as raison. J'ai été négligente, égoïste, une mère terrible. Je ne vais pas te contredire. Mais je peux changer. Donne-moi une chance. Laisse-moi voir Gabriel. Maintenant, tu t'en soucies? Après 3 ans d'absence émotionnelle? Après l'avoir appelé ce garçon handicapé devant une salle pleine d'étrangers? Elle se recroquevilla. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Tu l'as toujours vu comme un fardeau. J'avais besoin de temps pour assimiler le diagnostic. C'était difficile. C'était difficile pour tout le monde. La différence, c'est que j'ai traité ma douleur et que je suis resté son père. Toi, tu as choisi de t'éloigner. Elle pleura ouvertement. Que dois-je faire pour arranger ça? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas récupérer 3 ans d'absence, effacer les thérapies auxquelles tu n'es pas allé, annuler le mal de lui avoir fait sentir qu'il n'était pas assez bien. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas eu besoin. Les enfants ressentent quand ils ne sont pas aimés. Et Gabriel est plus perspicace que tu ne le crois. Victoire essuya ses larmes. Je veux juste le voir. 1 heure, une demi-heure. C'est mon fils, biologiquement. Mais pour tout le reste, tu as cessé d'être sa mère il y a longtemps. Ce n'est pas juste. Juste? Je faillis rire. Est-ce juste que Gabriel demande pourquoi sa mère n'est jamais là? Qu'il voit d'autres enfants avec leurs parents et se demande ce qu'il a fait de mal? Que je doive inventer des excuses pour expliquer tes absences à son école, à son anniversaire? J'avais du travail, des responsabilités. Nous en avons tous. Moi aussi j'ai travaillé, et je n'ai rien perdu d'important. Elle resta silencieuse. Le soleil montait. La lumière dorée éclairait son visage. Les rides qui n'étaient pas là 5 ans auparavant, la fatigue dans ses yeux, la défaite sur ses épaules. Daniel dit que je ne peux pas me battre, dit-elle finalement. Elle dit qu'avec mes dettes, avec ma situation financière actuelle, aucun juge ne me donnera la garde, pas même partagée. Daniel est une bonne avocate, elle te dit la vérité. Et si je paie les dettes, et si je trouve un moyen de m'en sortir, cela te prendrait des années. Et d'ici là, Gabriel aura 12, 13, 14 ans. Tu auras perdu encore plus de temps. Alors, suis-je piégé? Tu n'es pas piégé.
Tu subis les conséquences de tes choix. Victoire me regarda avec quelque chose de similaire à de la haine. Mais il y avait aussi de la résignation. La lente compréhension qu'il n'y avait vraiment pas d'issue. « Tu sais ce qui est le plus triste ?» dit-elle. « Une partie de moi est soulagée. » Cette confession me surprit. Soulagée ? Soulagée de ne plus avoir à faire semblant. De ne plus avoir à faire semblant de pouvoir gérer tout ça. La vérité, c'est que je n'ai jamais su être la mère d'un enfant comme Gabriel. Je n'ai jamais su quoi lui dire, comment jouer avec lui, comment lui faire sentir qu'il était aimé, alors que tout ce qu'il ressentait était de la peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer, peur de le voir se battre et de ne pas pouvoir arranger les choses. Tu sais comment arranger les choses, Aurélien. Moi, je ne sais que concevoir des bâtiments, des structures parfaites où tout a un sens. Mais Gabriel n'a pas de sens, sa condition n'a pas de sens, et je n'ai pas su vivre avec ça. C'était la première fois que Victoire parlait avec une honnêteté brutale à ce sujet. Pas d'excuses, pas de justification. La peur est normale, dis-je après un moment. J'avais aussi peur. Je le suis toujours. Chaque jour, je me demande si je fais ce qu'il faut. Oui, les thérapies fonctionnent. Si Gabriel sera heureux, si je pourrais lui offrir la vie qu'il mérite. Et comment tu gères ça, Ross, ça ? En ne pensant pas à la peur, mais en pensant à lui, à Gabriel. À son sourire quand il réussit quelque chose de nouveau. À la façon dont il me serre dans ses bras. À la façon dont il me dit que je suis son héros. Je fis une pause. Tu aurais pu avoir ça aussi, mais tu as choisi de t'éloigner avant même d'essayer vraiment. Victoire s'assit lentement. Tu as raison, et maintenant il est trop tard pour récupérer ce que tu as perdu. Oui, mais il n'est pas trop tard pour recommencer. Si tu veux vraiment faire partie de sa vie, tu devras la gagner. Pas avec de l'argent, pas avec des cadeaux, mais avec du temps, avec des efforts, avec une présence réelle. Me laisserais-tu essayer ? Ce n'est pas ma décision, c'est celle de Gabriel. S'il veut te voir, il te verra, sous surveillance, selon mes conditions. Et si tu lui fais du mal à nouveau, si tu le traites comme quelque chose de moins que l'enfant merveilleux qu'il est, tu disparaîtras de sa vie définitivement. Et nous parlerons des visites si tu en arrives là. D'abord, tu dois montrer que tu peux t'engager. Un appel vidéo hebdomadaire pour commencer. Si tu peux tenir ça pendant 3 mois, nous parlerons des visites en personne. Un appel vidéo, c'est tout ? C'est plus que ce que tu lui as donné au cours de la dernière année. Si tu ne peux pas t'engager pour un appel de 20 minutes par semaine, alors tu n'es pas prête pour plus. Elle resta silencieuse, traitant l'information, calculant si cela valait l'effort. Et cela me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « C'est beaucoup demandé, dit-elle finalement. C'est le minimum que fait un parent. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr, réfléchis-y. Mais en attendant, ne te présente pas ici sans prévenir. N'appelle pas à n'importe quel moment. N'essaie pas de manipuler la situation. Si tu décides que tu veux essayer, envoie-moi un message. Nous coordonnerons le premier appel et verrons comment ça se passe. Et l'argent ? La fiducie n'est pas négociable, ni maintenant ni jamais. Cet argent est pour Gabriel, pour son avenir. Cela n'a rien à voir avec toi ni avec moi. Daniel dit qu'elle pourrait contester la fiducie, en alléguant qu'elle a été créée sous de faux prétextes. Tu pourrais ? Et tu perdrais. Et tu dépenserais des dizaines de milliers d'euros en avocat juste pour arriver à la même conclusion. Mais vas-y, essaye si tu veux. Victoire expira lentement. Tout l'air sortit de ses poumons comme d'un ballon qui se dégonfle. Je ne vais pas me battre ? Bonne décision. Mais j'ai besoin d'aide, Aurélien. Les dettes, je ne sais pas comment je vais les payer. Ce n'est pas mon problème non plus. Tu as un bon salaire, fais un plan de paiement, consulte un conseiller financier, apprends à gérer ton propre argent. Tu es cruel. Je suis juste, il y a une différence. Elle se retourna pour partir, mais elle s'arrêta. M'as-tu déjà vraiment aimé ? La question me prit par surprise. Oui, je t'ai aimé profondément pendant de nombreuses années. Et maintenant ? Maintenant, je ne ressens plus rien. Ni amour, ni haine. Seulement de l'indifférence. Et peut-être un peu de pitié. Elle acquiesça comme si c'était exactement ce qu'elle s'attendait à entendre. Au revoir, Aurélien. Au revoir, Victoire. Je la vis marcher vers sa voiture. Monter. Démarrer.
s'éloigner dans la rue. Et puis, elle fut partie. J'entrai dans la maison. Gabriel était dans le salon, dans son fauteuil, regardant des dessins animés. Qui c'était, papa? Personne d'important, champion. Prêt pour le petit déjeuner? Oui. 2 semaines s'écoulèrent, dans une sorte de calme étrange. Victoire n'appela pas, n'apparut pas, n'envoya pas de message. C'était comme si elle avait finalement accepté la réalité et avait choisi de disparaître plutôt que de l'affronter. Je me concentrais sur Gabriel, sur notre routine, sur la construction de la vie que nous aurions toujours dû avoir. Les matins commençaient tôt. Gabriel avait besoin de temps pour se réveiller complètement. Ses muscles étaient raides après avoir dormi, et il devait faire des exercices d'étirement avant même de pouvoir se lever du lit. Je l'aidais avec patience, comptant chaque répétition, transformant la thérapie en un jeu. 10 de plus, champion. Tu peux le faire. Je suis fatigué, papa. Je sais, mais les super-héros s'entraînent même quand ils sont fatigués. Tu te souviens ce que tu as dit? Que je suis un super-héros. Eh bien, toi aussi. Et les super-héros n'abandonnent jamais. Cela fonctionnait toujours. L'idée d'être fort, d'être courageux, suffisait à lui faire trouver de l'énergie au plus profond de lui. Puis venait le petit déjeuner, puis l'école à la maison. Gabriel ne pouvait pas fréquenter une école normale. Les installations n'étaient pas adaptées et les autres enfants, bien qu'ils ne soient pas intentionnellement cruels, ne comprenaient pas ces limitations. Alors j'ai engagé une enseignante spécialisée, Gabriella, qui venait 3 fois par semaine. Elle était patiente, dévouée. Elle voyait Gabriel comme une personne à part entière, pas comme un handicap ambulant. Aujourd'hui, nous allons apprendre des choses sur les océans, dit-elle, en affichant des images colorées sur la table. Savais-tu qu'il existe des créatures au fond de la mer qui n'ont jamais vu la lumière du soleil? Gabriel se pencha en avant, fasciné. Comme des vampires? Un peu comme ça, mais celles-ci sont réelles. Je m'asseyais dans la cuisine pendant ces leçons, travaillant sur mon ordinateur portable, mais toujours à l'écoute, toujours présent. J'écoutais les rires de Gabriel quand Gabriella faisait des voix amusantes, sa concentration quand il essayait d'écrire les paroles, sa frustration quand ses doigts ne coopéraient pas. Chaque émotion était valide, chaque moment comptait. Les après-midi, les thérapies arrivaient. Physique les lundis et mercredis. Occupationnel les mardis et jeudis. Orthophonie les vendredis. 5 jours par semaine de travail acharné, de petites victoires et de revers occasionnels. Javier, son kinésithérapeute, était un culturiste de 40 ans qui avait travaillé avec des enfants atteints de paralysie cérébrale pendant 2 décennies. Il connaissait chaque exercice, chaque technique, chaque façon de motiver un enfant fatigué de faire des efforts. « Allez, Gabriel, je sais que tu peux faire 3 pas de plus. Tu l'as fait la semaine dernière. Mais mes jambes me font mal. » « Je sais, mon ami. Mais la douleur signifie que tes muscles travaillent. Ils deviennent plus forts. Et quand tu seras plus fort, qu'est-ce que tu voudras pouvoir faire? » Gabriel réfléchit, son visage sérieux. « Je veux pouvoir jouer au football. » Javier ne disait jamais que c'était impossible. Il ne lui enlevait jamais ses rêves. Alors, nous devons continuer à travailler, car les joueurs de football ont des jambes très fortes, et tu auras les jambes les plus fortes de toutes. J'observais depuis la porte, voyant mon fils lutter contre son propre corps, voyant ses larmes de frustration quand il tombait, sa détermination quand il se relevait. C'était épuisant, c'était déchirant, c'était magnifique. Un après-midi, après une séance particulièrement difficile, Gabriel était sur le canapé, épuisé. Javier s'approcha de moi pendant qu'il rangeait son matériel. « Vous progressez bien, monsieur Aurélien, plus vite que je ne l'espérais. » « Vraiment? Vraiment? À ce rythme, dans 1 an, il pourrait n'utiliser qu'une seule canne au lieu du déambulateur. Peut-être moins. » Je sentis quelque chose s'épanouir dans ma poitrine. L'espoir. Cette chose dangereuse que j'avais appris à maîtriser parce que les déceptions étaient trop douloureuses. Ce serait incroyable. C'est un garçon fort et il a le meilleur motivateur possible. Vous. Javier posa une main sur mon épaule. Tous les parents ne s'impliquent pas comme ça. La plupart des parents déposent les enfants et vont prendre un café. Vous restez, vous regardez, vous apprenez, vous faites les exercices avec lui à la maison. Cela fait toute la différence. C'est mon fils.
Que ferais-je d'autre? Vous seriez surpris. Quand Javier partit, je préparais le dîner. Du poulet rôti avec des légumes. Gabriel n'était pas fan des légumes, mais il avait appris à négocier. Si tu manges 5 brocolis, tu peux avoir un dessert. 3, 4. Marché conclu. Nous mangeâmes ensemble comme toujours, parlant de sa journée, de ce qu'il avait appris, de ses projets pour demain. Papa, tu crois que je pourrais aller dans une école normale un jour? La question me surprit. Tu veux aller dans une école normale? Je veux avoir des amis, des enfants de mon âge. Mon cœur se serra. Nous pouvons chercher des options. Il existe des écoles avec des programmes spéciaux où il y a d'autres enfants qui ont besoin d'aide supplémentaire. Des enfants qui te comprendraient. Mais seraient-ils mes amis? Les vrais amis t'acceptent tel que tu es. Et tu es incroyable, Gabriel. N'importe quel enfant aurait de la chance d'être ton ami. Il sourit, ce sourire qui rendait tout en valait la peine. Cette nuit-là, je m'assis sur la terrasse avec une tasse de café. Le ciel était clair, des millions d'étoiles brillaient. La rue était silencieuse. Mon téléphone vibra. Un message de Danielle, l'avocate de Victoire. Le divorce était officiel. Garde totale en ma faveur, 0 droit de visite sans accord des 2 parties, reconnaissance du fidéicommis, acceptation de toutes les dettes. Victoire s'était complètement rendue. C'était vraiment fait. Je répondis « Reçu, merci ». Je posai le téléphone et regardai les étoiles. J'aurais dû ressentir du triomphe, de la satisfaction. Je ne ressentais que de la fatigue et un profond soulagement. Je n'aurais plus à me battre, plus à protéger Gabriel de quelqu'un qui aurait dû l'aimer inconditionnellement. Maintenant, je pouvais me concentrer entièrement sur ce qui importait. Mon téléphone vibra de nouveau. Un numéro inconnu. Victoire. Elle avait tout signé, ne se battrait pas. Elle écrivait que j'avais toujours eu raison, qu'elle n'était pas la mère que Gabriel méritait, que j'étais le père qu'elle n'aurait jamais pu être. Elle espérait le revoir un jour, mais comprenait si ce n'était pas le cas. Je lus le message 3 fois, cherchant le venin, la manipulation. Il n'y avait rien, juste une honnêteté brutale. Je ne répondis pas. Je supprimais le message et bloquais le numéro. Non par cruauté, mais par nécessité. Gabriel et moi devions avancer sans l'ombre de ce qui aurait pu être. Cette nuit-là, je dormis mieux que depuis 5 ans. Le matin, Gabriel me réveilla en grimpant sur mon lit avec une pure détermination. « Papa, réveille-toi, c'est samedi. Qu'est-ce qu'on fait le samedi? Des crêpes, c'est ça ?» Dans la cuisine, il m'aida comme il put, mélangeant les ingrédients dans le grand bol, versant la pâte dans la poêle, mes mains guidant les siennes, riant quand la première crêpe sortit déformée. « Elle ressemble à un monstre, » dit-il. « Un délicieux monstre. » Nous mangeâmes des crêpes couvertes de sirop d'érable et de fraises, et c'étaient les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées, parce que nous les avions faites ensemble, parce que nous étions une équipe, parce que c'était notre vie maintenant. Pas de drame, pas de bataille, juste nous. Et c'était plus que suffisant. 6 mois plus tard, notre vie avait trouvé son rythme. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée quand j'avais épousé Victoire tant d'années auparavant. Ce n'était pas parfait, mais c'était la nôtre. Et c'était réel. Et c'était suffisant. Gabriel avait fait des progrès remarquables. Javier avait raison. Son kinésithérapeute avait toujours raison. Maintenant, Gabriel pouvait marcher sur de courtes distances avec juste une canne. Il avait encore besoin du déambulateur pour les longs trajets, mais l'amélioration était indéniable. La première fois qu'il marcha de sa chambre à la cuisine sans aide, je pleurais. Je ne pouvais pas l'éviter. Je le serrais dans mes bras et je pleurais contre sa petite épaule, tandis qu'il me tapotait le dos. « C'est bon, papa. J'ai juste marché. J'ai juste marché. » Comme si ce n'était pas un miracle. Comme si ce n'était pas le résultat de 1000 heures de thérapie douloureuse, de chutes et de larmes, et de se relever encore et encore. Je suis très fier de toi, champion. Je suis aussi fier de moi. Et cette réponse, cette confiance simple et pure, me dit que nous faisions quelque chose de bien. Les finances étaient stables. Le fidéicommis grandissait grâce aux bons investissements. Je vivais modestement de ma pension et de quelques missions de conseil que je faisais depuis la maison.
Rien qui nécessitait un bureau, rien qui me tiendrait éloigné de Gabriel plus de quelques heures. Martine continuait de venir, mais maintenant seulement 3 jours par semaine. Gabriel avait moins besoin de surveillance constante. Il pouvait faire plus de choses seul, de petites indépendances que nous célébrions comme des victoires monumentales. Un après-midi d'octobre, tandis que Gabriel faisait ses devoirs avec Gabriella, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Normalement, je ne répondais pas à ces appels, mais quelque chose me poussa à décrocher. « Bonjour, monsieur Aurélien ?» Une voix féminine professionnelle. « Oui, c'est moi. Mon nom est Raúl Mendoza. Je suis journaliste pour La Tribune. Je travaille sur une série d'articles concernant les parents célibataires élevant des enfants ayant des besoins spécifiques. Votre nom est apparu au cours de notre enquête et j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre expérience. » Immédiatement, ai-je demandé, surpris. « Comment avez-vous obtenu mon nom ?» Il a expliqué l'avoir trouvé dans les registres publics des affaires de divorce. « Votre affaire était inhabituelle, a-t-il poursuivi, et nous pensons que votre histoire pourrait inspirer d'autres parents dans des situations similaires. Je n'ai aucun intérêt à servir d'inspiration pour qui que ce soit, ai-je rétorqué. Je comprends votre réticence, monsieur Aurélien, a-t-il dit, mais réfléchissez-y. Des milliers de parents se battent seuls, se sentent perdus. Votre histoire pourrait leur donner de l'espoir. Elle pourrait leur montrer que c'est possible. Mon histoire est privée, ai-je insisté. Vous n'avez pas à partager de détails personnels, a-t-il précisé. Juste votre perspective, vos apprentissages, comment vous avez réussi à protéger votre fils alors que vous traversiez un divorce difficile. J'étais sur le point de raccrocher. Mon doigt était déjà sur le bouton. Mais alors, j'ai repensé à toutes ces nuits passées à chercher sur Internet n'importe qui comprendrait ce que je traversais, à la recherche de guides sur la manière d'élever un enfant atteint de paralysie cérébrale, de gérer les finances, de protéger légalement un enfant vulnérable. Et je n'avais rien trouvé qui m'aide réellement, juste des forums remplis de gens aussi perdus que moi. « Laissez-moi y réfléchir », ai-je dit. « Bien sûr », a-t-il répondu, « je vous enverrai un email avec plus d'informations. Prenez votre temps. » J'ai raccroché et je suis resté à fixer le téléphone. Voulais-je vraiment exposer ma vie de cette manière? Risquer que Victoire voie l'article et décide de causer des problèmes? Mais alors, je me suis souvenu de quelque chose que Javier m'avait dit un jour. Les enfants comme Gabriel ont besoin de défenseurs. Ils ont besoin que le monde les voie non pas comme des fardeaux, mais comme des personnes complètes avec un potentiel infini. Peut-être était-ce ma façon d'être ce défenseur. Cette nuit-là, après avoir couché Gabriel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un courriel au journaliste. J'étais prêt à parler, mais sous certaines conditions. Mon fils ne devait pas apparaître sur les photos, son nom devait être changé, et je devais relire l'article avant sa publication. S'il acceptait, nous pourrions organiser une interview. La réponse est arrivée en quelques minutes. Accepté. Interview. Nous pouvons nous parler cette semaine. 2 jours plus tard, Raúl Mendoza était assis dans ma chambre. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, une trentaine d'années, avec des lunettes et un enregistreur numérique posé sur la table basse. « Merci de me recevoir, monsieur Aurélien », a-t-il dit. « Appelez-moi Aurélien », ai-je répondu. « Aurélien, je veux que vous sachiez que cet article est écrit avec respect. Je ne cherche pas le sensationnalisme. Je cherche la vérité. » J'ai hoché la tête. Gabriel était avec Martine dans sa chambre, faisant de la thérapie de motricité fine. Nous avions de l'intimité. « Par où voulez-vous que je commence ?» ai-je demandé. « Commencez là où vous pensez que c'est important », a-t-il suggéré. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Je lui ai raconté le diagnostic de Gabriel, comment Victoire s'était lentement éloignée, la décision que j'avais prise 5 ans plus tôt de protéger mon fils. Je n'ai pas mentionné de nom. Je n'ai pas révélé de détails spécifiques du divorce, mais j'ai parlé du processus, de l'importance de tout documenter, de la façon dont les fiducies irrévocables peuvent protéger les enfants vulnérables et de la nécessité pour un parent d'être proactif et non réactif. Raúl prenait des notes frénétiquement, posant occasionnellement des questions. « N'avez-vous jamais douté de votre décision? Comment avez-vous géré la culpabilité? Que diriez-vous à un père dans une situation similaire ?» Nous avons parlé pendant 3 heures.
Quand ce fut terminé, je me suis senti vide, mais aussi soulagé. Comme si j'avais porté ces mots pendant des années, et que j'avais enfin trouvé un endroit où les déposer. Cela va aider beaucoup de gens, a dit Raoul en rangeant son enregistreur. Beaucoup de parents ne savent pas qu'ils ont des options légales. Ils ne savent pas comment protéger leurs enfants. Votre histoire leur montrera le chemin. J'espère seulement que quelqu'un en aura besoin, ai-je murmuré. Ils en auront besoin, a-t-il affirmé. Je vous le garantis. L'article fut publié 3 semaines plus tard. Le titre était simple. Un père, une promesse. Comment j'ai protégé l'avenir de mon fils. Il ne mentionnait pas de nom, ne révélait pas de lieu spécifique, mais il racontait l'histoire. Mon histoire, notre histoire. La réponse fut immédiate et écrasante. Mon adresse électronique, que Raoul avait incluse avec ma permission, se remplit de messages, des dizaines, puis des centaines. Des parents le remerciant, des parents demandant conseil, des parents partageant leurs propres histoires de lutte et d'espoir. Merci de m'avoir montré que je ne suis pas seul, lisais-je. Votre histoire m'a donné le courage de commencer mon propre plan de protection. Mon fils a un autisme sévère et sa mère veut l'envoyer dans une institution. J'ai lu votre article et maintenant, je sais que je peux me battre. Chaque message me brisait et me reconstruisait en même temps. Je n'avais pas réalisé combien de personnes menaient cette même bataille en silence. Je répondais à chaque courriel un par un, offrant des conseils quand je le pouvais, écoutant quand je ne pouvais rien faire de plus. Une nuit, alors que je répondais au courriel, Gabriel s'est approché en boitant avec sa canne. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» m'a-t-il demandé. « Je parle avec d'autres papas et mamans, des gens qui ont des enfants spéciaux comme toi. » ai-je répondu. « Il y a beaucoup d'enfants comme moi ?» a-t-il demandé. « Beaucoup ?» ai-je dit. « Et tous ont des parents qui les aiment beaucoup, comme je t'aime. » Il est monté sur mes genoux, ce qui était difficile pour lui, mais il y parvenait. Il s'est blotti contre ma poitrine. « Tu les aides ?» ?»« J'essaie. »« Tu es un bon papa. »« Tu es un bon fils. » Nous sommes une bonne équipe, la meilleure équipe du monde. 2 mois après la publication de l'article, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une organisation à but non lucratif qui œuvre auprès des familles d'enfants handicapés. « Monsieur Aurélien, nous avons lu votre histoire. Nous nous demandions si vous seriez intéressé à prendre la parole lors de notre conférence annuelle. Des centaines de familles y assistent. Votre perspective serait inestimable. » Je n'avais jamais parlé en public. L'idée m'effrayait. Je ne suis pas orateur. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous avez juste besoin d'être honnête, de raconter votre vérité. C'est plus puissant que n'importe quel discours répété. J'y ai réfléchi pendant 1 semaine. J'ai demandé à Gabriel ce qu'il en pensait. « Tu vas parler de moi ? » Je vais parler de l'amour que je te porte, de la façon dont les papas et les mamans doivent protéger leurs enfants. D'accord. C'est bien parce que moi aussi je t'aime. J'ai accepté l'invitation. La conférence a eu lieu en mars. Une immense salle remplie de familles, des parents épuisés, des mères en larmes, des enfants en fauteuil roulant, des enfants avec des déambulateurs, des enfants qui semblaient parfaitement normaux, mais qui portaient des handicaps invisibles. Je suis monté sur scène, les mains tremblantes. J'ai regardé l'auditoire, des centaines d'yeux en attente, attendant l'espoir, attendant des réponses. J'ai respiré profondément et j'ai parlé. Je leur ai parlé de Gabriel, du diagnostic, de la décision de le protéger, des 5 années de planification silencieuse, de l'importance d'être proactif. Mais je leur ai aussi parlé des doutes, des nuits d'insomnie, de la peur constante de ne pas être à la hauteur, de la culpabilité d'avoir ressenti un soulagement lorsque Victoire était finalement partie. Je leur ai dit la vérité, toute la vérité. Quand j'ai eu terminé, le silence fut absolu. Pendant 1 seconde, j'ai cru avoir dit quelque chose de mal. Puis quelqu'un a commencé à applaudir, puis un autre, et encore un autre, et soudain toute la salle était debout, applaudissant, les larmes aux yeux. Ensuite, des dizaines de personnes se sont approchées, me serrant la main, m'embrassant, me remerciant. J'avais besoin d'entendre cela. Vous m'avez fait me sentir moins seul, me disait-il. Je vais protéger mon fils, comme vous avez protégé le vôtre. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, le cœur rempli, non de fierté, mais d'un sens nouveau.
Peut-être que tout ce qui s'était passé, toute la douleur, la trahison et la lutte, avait une signification plus grande. Peut-être que c'était pour en arriver là, pour aider les autres à trouver leur chemin. 3 ans après la conférence, la vie était devenue quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Gabriel avait maintenant 12 ans. Il n'utilisait plus de déambulateur, seulement sa canne, et certains jours, quand il se sentait particulièrement fort, même pas ça. Il marchait avec une légère boiterie, mais il marchait seul, indépendant, fier. Il avait commencé dans une école spécialisée il y a 2 ans, une où les enseignants comprenaient, où les autres enfants ne le voyaient pas comme différent parce qu'ils avaient tous leur propre bataille. Il s'était fait des amis, de vrais amis, des enfants qui l'invitaient chez eux, qui riaient avec lui, pas de lui. « Papa, Mauricio m'a invité à son anniversaire samedi, je peux y aller ?»« Bien sûr que tu peux. Tu veux que je t'y emmène ?»« Non, sa maman va venir me chercher. Elle dit que je suis assez grand. » Assez grand. Des mots qui, autrefois, semblaient impossibles. J'avais moi aussi changé. Après cette conférence, d'autres organisations m'ont contacté. J'ai commencé à donner des conférences régulièrement, à écrire des articles, à conseiller des parents dans des situations similaires à la mienne. C'est devenu mon travail à temps plein. Je ne gagnais pas autant que lorsque j'étais forestier, mais je gagnais assez et, plus important encore, je gagnais un sens. Chaque parent que j'aidais, chaque enfant que je protégeais indirectement, était une victoire. Le fonds fiduciaire de Gabriel avait grandi. Ce n'était plus 790 000 €, mais près de 1 200 000 €. Des investissements intelligents, l'intérêt composé, la patience. Quand il aurait 25 ans, il aurait plus qu'assez pour vivre de manière indépendante, pour payer ses thérapies à vie, pour avoir une maison adaptée à ses besoins, pour ne jamais se soucier de l'argent. C'était l'objectif depuis le début, et nous l'avions atteint. Victoire n'est jamais revenue. Pas un appel, pas un message, pas même une carte d'anniversaire. Au début, Gabriel posait parfois la question « Où est maman ? Pourquoi ne vient-elle pas me voir ?» Je lui répondais avec une honnêteté adaptée à son âge. Maman vit sa propre vie. Parfois, les adultes prennent des chemins différents, mais cela ne signifie pas que tu n'es pas aimé. Je t'aime assez pour 2. Avec le temps, il a cessé de demander. Non pas qu'il s'en fichait, mais parce qu'il avait construit une vie si pleine d'amour et de soutien que son absence ne laissait plus de vide. Il avait Martine, qui continuait à venir, même si nous n'avions plus autant besoin d'elle. Elle venait parce qu'elle le voulait, parce que Gabriel était comme un petit-fils pour elle. Il avait Javier, son kinésithérapeute, qui l'avait vu grandir, passant d'un garçon qui pouvait à peine faire 3 pas à un préadolescent qui rêvait de pratiquer des sports adaptés. Gabriela, sa maîtresse, avait tellement nourri son amour d'apprendre qu'il lisait désormais des livres que je devais chercher sur Internet pour comprendre. Et il m'aurait toujours. Un après-midi de printemps, alors que Gabriel était à l'école, je reçus un email inattendu. L'expéditrice était Danielle, l'ancienne avocate de Victoria. Mon premier réflexe fut de le supprimer, mais la curiosité l'emporta. « Cher Aurelio, j'espère que ce message vous sera utile. Je vous écris à titre personnel et non professionnel. Il y a 2 ans, j'ai cessé de représenter Victoria. Je n'ai plus aucun contact avec elle, mais je ressens le besoin de vous dire quelque chose. Vous avez fait ce qu'il fallait. En tant qu'avocate, j'ai vu des centaines de divorces. J'ai vu des parents détruire leurs enfants dans des batailles pour la garde. J'ai vu l'argent utilisé comme une arme. Mais je n'avais jamais vu quelqu'un planifier avec autant de précision, non pas pour gagner, mais pour protéger. Cela m'a changé. Cela a changé ma façon de pratiquer le droit. Maintenant, je me spécialise dans l'aide aux parents d'enfants ayant des besoins spéciaux pour créer des fiducies et des plans de protection. Tout cela inspiré par ce que vous avez fait. Je voulais juste que vous sachiez que votre histoire a eu un impact au-delà. Elle a eu un impact sur moi. Merci Daniel. Je lus le message 3 fois, puis l'imprimais et le rangeais dans un dossier où je conservais les choses importantes, des rappels que la douleur peut être transformée en un but. Ce soir-là, pendant le dîner, Gabriel me posa une question à laquelle je ne m'attendais pas. La question me frappa comme un coup de poing. C'était quelque chose à quoi je pensais constamment, mais dont nous n'avions jamais discuté. « Papa, quand tu seras vieux,
Qui s'occupera de moi? Pourquoi tu demandes ça? Parce que Mauricio m'a dit que son papa allait mourir un jour. Et j'ai pensé, tous les papas meurent un jour. Qu'est-ce qui va m'arriver quand tu mourras? Je posai ma fourchette. Cette conversation méritait toute mon attention. Gabriel, tu te souviens de la fiducie dont je te parle parfois? Oui, c'est là où il y a l'argent pour quand je serai grand. Exactement. Mais ce n'est pas seulement de l'argent. Cela inclut aussi un plan complet pour ton avenir. Il y a un administrateur, un homme nommé Raoul, qui est avocat et qui connaît ta situation. S'il m'arrive quelque chose, il s'assurera que tu aies tout ce dont tu as besoin. Mais où est-ce que je vais vivre? Ça dépendra de toi. Quand tu seras plus grand, tu pourras choisir. Tu pourras vivre seul, avec de l'aide. Tu pourras vivre dans une communauté avec d'autres adultes qui ont besoin de soutien. Ou tu pourras vivre avec quelqu'un en qui tu as confiance. Tu as des options, Gabriel, et tu as les ressources pour choisir. Et si j'ai peur? C'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Moi aussi j'ai peur parfois, mais tu sais ce qui m'aide? Savoir que je t'ai préparé du mieux que j'ai pu. Que quand je ne serai plus là, tu auras les outils pour vivre une belle vie, une vie heureuse, une vie très heureuse. Il resta pensif, mâchant lentement sa nourriture. Puis il sourit. Je ris parce que seul Gabriel pouvait transformer une conversation existentielle en un commentaire sur la pizza. D'accord. Tant que j'ai de l'argent pour acheter des pizzas le vendredi, ça ira. Tu auras toujours de l'argent pour les pizzas le vendredi. Je te le promets. Des mois plus tard, pour le 13e anniversaire de Gabriel, nous organisâmes une fête pas immense, mais significative. Ses camarades de classe, ses thérapeutes, Martina, Gabriella, des gens qui l'aimaient sincèrement. Tandis que je voyais Gabriel rire avec ses amis, essayant d'éteindre les bougies de son gâteau, je sentis une présence à mes côtés. C'était Javier. Il y a 9 ans, tu m'as demandé si je pensais que Gabriel pourrait marcher un jour. Je me souviens. Je vous ai dit que peut-être, parce que je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Mais regarde-le maintenant. Il ne marche pas seulement. Il danse, il joue, il vit. Tout ça grâce à toi. Non, pas tout grâce à vous. Je lui ai juste montré les exercices. C'est vous qui avez fait le vrai travail, tous les jours, sans faute, sans vous plaindre. C'est ce genre de dévouement qui fait des miracles. Ce n'était pas des miracles, c'était de l'amour. Peut-être que l'amour est le miracle. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, j'ai aidé Gabriel à se préparer pour le lit. Il pouvait faire beaucoup de choses seul, mais il aimait toujours que je sois là. Et honnêtement, moi aussi j'aimais ça. Papa, c'était le meilleur anniversaire de ma vie. Je suis content, champion. Tu sais ce qui était le mieux? Que tu sois là. Tu es toujours là. Et il y avait de nouveau cette phrase simple qui contenait tout. Tu es toujours là. C'était tout ce dont un enfant avait vraiment besoin. Pas d'argent, bien que ça aide. Pas une grande maison, bien que ce soit confortable. Juste de la présence, de la constance, de l'amour inconditionnel. Et je serai toujours là jusqu'à ce que tu sois si vieux que tu n'aies plus besoin de moi. J'aurai toujours besoin de toi, papa. Et je serai toujours disponible. Je le bordais. Je lui donnais un baiser sur le front. J'éteignis la lumière. Dans ma propre chambre, je m'assis sur le bord du lit. Je pris mon téléphone et ouvris le dossier de photos. Des milliers de photos de Gabriel au fil des ans. Gabriel a 4 ans, récemment diagnostiqué, la peur dans les yeux. Gabriel a 6 ans, faisant ses premiers pas avec le déambulateur. Gabriel a 9 ans, le jour du divorce, ne sachant pas que son avenir venait d'être assuré. Gabriel a 12 ans, marchant avec une seule canne, souriant avec confiance. Gabriel aujourd'hui, à 13 ans, entouré d'amis, mène une vie qui semblait autrefois impossible. Chaque photo était une victoire, chaque sourire une preuve que j'avais fait ce qu'il fallait. Victoire avait choisi son chemin, elle avait choisi l'argent, la liberté, une vie sans complications, et moi, j'avais choisi le mien. J'avais choisi les nuits sans sommeil, les thérapies interminables, les soucis constants. Mais j'avais aussi choisi les câlins, les rires, les « je t'aime papa », murmurés avant de dormir, les petits miracles de chaque jour. Et je ne changerai rien, absolument rien, car au final, la vraie richesse ne se mesure pas en euros. Elle se mesure en moments, en souvenirs, en l'amour que l'on donne et que l'on reçoit.
Et à cet égard, j'étais l'homme le plus riche du monde. Je me couchais cette nuit-là avec un sourire aux lèvres. Demain serait un autre jour. Il y aurait des défis, il y aurait des obstacles, mais nous les affronterions ensemble, Gabriel et moi, la meilleure équipe du monde. Et c'était tout ce dont nous avions besoin. Fin de l'histoire. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires quelle a été votre partie préférée. Rendez-vous pour la prochaine aventure.